Ma mère a découvert mes revenus, a débarqué après 23 ans avec son fils gâté, et a exigé 4 500 $ par mois quand j'ai refusé. Ils ont essayé de menacer mon emploi. À peine ma carte d'accès est-elle reconnue par la serrure de l'appartement que mon téléphone vibre, m'annonçant une météo inhabituelle. De la pluie à Austin en octobre, tout ce dont j'avais besoin après 14 heures à déboguer des protocoles de sécurité. J'entre dans mon appartement, j'enlève mes talons d'un coup de pied et je pose ma sacoche d'ordinateur sur le comptoir de la cuisine. Le blazer bordeaux que j'ai choisi ce matin me semble maintenant une camisole de force après une journée de présentation en salle de conseil. L'horloge numérique de mon micro-ondes affiche 20h37 en clignotant. Trop tard pour un vrai dîner, trop tôt pour justifier de la crème glacée en guise de repas. Je me décide à réchauffer les lasagnes d'hier quand la sonnette retentit. Qui diable ? Je marmonne en traversant le parquet en chaussettes. À travers le judas, les gouttes de pluie déforment la vue, mais je la reconnais instantanément. Mon estomac tombe dans mes talons. 23 ans n'ont pas changé ce regard calculateur, bien que ses cheveux blonds viennent maintenant d'une bouteille plutôt que de la nature. Ma mère, Vanessa. Et à côté d'elle, un jeune homme avec ses yeux et une posture avachie qui témoignent d'un ennui de nanti. J'envisage de faire comme si je n'étais pas là. Mes doigts planent au-dessus de la serrure, tremblant légèrement. La sonnette retentit de nouveau, plus insistante cette fois. Michel ? Chérie ? Je sais que tu es là. Ouvre. On est trempé dehors. Ce terme affectueux sonne étranger dans sa bouche. Elle a abandonné le droit de m'appeler « chérie » quand elle a franchi notre porte d'entrée à Cleveland, valise à la main, sans jamais se retourner vers sa fille de 10 ans. J'ouvre la porte d'un coup sec, gardant une expression neutre. C'est inattendu. Surprise, s'exclame Vanessa, les bras tendus comme si elle attendait une étreinte. Comme je ne bouge pas, elle les laisse tomber maladroitement. Tu ne nous invites pas à entrer ? Il pleut des cordes dehors. Bien sûr, je m'écarte mécaniquement. Entrez, je vous en prie. Vanessa passe devant moi en trombe, apportant une odeur de parfum cher et de cigarette. Le jeune homme suit, mon demi-frère Ethan, bien que nous n'ayons jamais parlé. Un souvenir fulgurant. Papa penché sur les factures à notre table de cuisine, les cernes s'assombrissant sous ses yeux. Le climatiseur en panne du restaurant pendant l'été le plus chaud jamais enregistré. Moi, à 12 ans, faisant la vaisselle après l'école, les devoirs étalés sur le comptoir du fond parce que nous ne pouvions pas nous permettre d'embaucher assez d'aide. Bel endroit, remarque Ethan, inspectant mon salon avec un jugement non dissimulé. Un peu petit, non ? Il répond à mes besoins. Je ferme fermement la porte. Puis-je vous offrir quelque chose à boire ? Vanessa passe son doigt le long de ma bibliothèque. Juste de l'eau pour moi. Ethan ? T'as de la bière ? Demande-t-il en s'affalant sur mon canapé crème sans enlever sa veste humide. Pas de bière. De l'eau, du café ou du thé. Peu importe, soupire-t-il en sortant son téléphone. Vanessa fait le tour de mon salon, ramassant des photos encadrées, étudiant les titres sur ma bibliothèque. J'ai entendu dire que tu te débrouilles très bien. Un genre de boulot dans l'informatique ? Analyste en cybersécurité. Je verse 2 verres d'eau et les pose sur la table basse. Comment m'as-tu trouvé ? Elle agite la main d'un air dédaigneux. Oh, tu sais comment c'est de nos jours. Tout est en ligne. Une pause. Ton père a mentionné que tu avais déménagé à Austin. Papa et moi nous parlons chaque semaine. Il n'a jamais mentionné avoir communiqué avec Vanessa. J'entends dire que tu gagnes bien ta vie. Et alors ? Elle continue, s'installant dans mon fauteuil de lecture. Un salaire à 6 chiffres, n'est-ce pas ? Cette promotion de l'année dernière t'a vraiment mise à l'abri. Les poils de ma nuque se hérissent. Je n'ai pas parlé de mon salaire à papa, et ma promotion a eu lieu il y a 7 mois. Qu'est-ce qui vous amène à Austin ? Je demande en restant debout. Ethan lève les yeux de son téléphone. Maman voulait te voir, et je regarde quelques écoles. Des écoles ? Ethan a été accepté dans un programme privé de commerce à Chicago, intervient Vanessa, la voix gonflée de fierté. Très exclusif. Ils ne prennent que 40 étudiants par an. Félicitations, j'offre. Ouais, enfin, hausse les épaules Ethan. Ça coûte une blinde. Genre, vraiment cher. Mon estomac se serre. Le véritable but de leur visite se cristallise.
Michel, Vanessa se penche en avant, sa voix mielleuse. Ethan a besoin de cette opportunité. Ce programme lui assurera des relations, du prestige, tout ce que je n'ai pas pu te donner. La manipulation flagrante me sidère. 23 ans de silence, et c'est ce qui la ramène? Les frais de scolarité sont élevés, continue-t-elle, et il y a les frais de subsistance à Chicago. Nous avons tout calculé. 4500 $ par mois couvriraient tout. Ethan lève les yeux. En plus, j'ai besoin d'un ordinateur portable décent. Et peut-être d'une voiture. Les transports en commun à Chicago, c'est craignos. Mes mains tremblent, mais je garde ma voix égale. C'est une sacrée demande de la part de personnes que je n'ai pas vues depuis plus de 2 décennies. L'expression de Vanessa se durcit légèrement avant de fondre en une sollicitude feinte. Je sais que nous avons du temps à rattraper. C'est pourquoi j'ai pensé que nous pourrions déjeuner ensemble demain. Discuter des options. Elle tend la main vers la mienne. La famille est de la famille, Michel. Tu comprends ça mieux que personne. Je me recule avant qu'elle ne puisse me toucher. J'ai des réunions demain. Dis non alors, insiste-t-elle. L'avenir d'Ethan en dépend. N'aurais-tu pas voulu avoir ce genre d'opportunité? L'ironie me brûle la gorge comme de l'acide. Je voulais une mère qui reste. Une enfance sans travailler après l'école pour aider papa à maintenir notre restaurant à flot. Je voulais quelqu'un qui se souvienne de mes anniversaires. Je vais vérifier mon agenda, dis-je finalement. Où est-ce que vous logez? Au Westgate, répond Vanessa en se levant. Chambre 412. Nous sommes ici jusqu'à dimanche. 5 jours. Je me dirige vers la porte et l'ouvre. Je vous appellerai demain. Après des au revoir réticents et la tentative maladroite d'une étreinte de Vanessa, je ferme la porte et je verrouille le pen dormant. Mon appartement me semble violé, souillé par leur présence. Je m'appuie contre la porte, respirant profondément, essayant d'étudier mon cœur qui s'emballe. 4500 $ par mois. 54 000 $ par an pour soutenir un demi-frère que je n'ai jamais connu, demandé par une mère qui m'a abandonné sans un regard en arrière. Je me dirige vers mon ordinateur portable, j'ouvre mon application bancaire et je contemple les économies que j'ai accumulées grâce à des années d'heures supplémentaires et de planification minutieuse. Je pourrais me le permettre. C'est le pire, je pourrais réellement me le permettre. Mais alors que je ferme l'ordinateur portable, une certitude s'installe en moi. Je désire peut-être encore l'approbation maternelle qui m'a été refusée enfant, mais je ne sacrifierai pas ma sécurité pour l'acheter. Cette fois, ce ne sera pas moi qu'on laissera derrière. La pluie bat contre ma fenêtre alors que je ferme la porte derrière Vanessa et Ethan. Leur odeur, son parfum cher, sa veste humide, persistent dans mon salon comme des fantômes indésirables. Mes épaules s'affaissent alors que l'épuisement m'envahit. Les lasagnes sont oubliées dans le micro-ondes. Je me traîne vers ma chambre pour me changer quand quelque chose me glace sur place. Mon ordinateur portable, celui que j'avais fermé avant d'ouvrir la porte, est ouvert sur le comptoir de ma cuisine, l'écran brillant de mon tableau de bord bancaire. Mais qu'est-ce que c'est que ça? Mon pouce accélère à mesure que j'approche. Le journal d'activité montre 3 tentatives de connexion infructueuses depuis un appareil non reconnu au cours de la dernière heure. Je n'étais même pas à la maison. L'horodatage le confirme. 20h12, 20h15, 20h17, 20 minutes avant qu'il ne sonne à ma porte. Mes mains planent au-dessus du clavier alors que l'effroi s'installe dans mon estomac. Je navigue vers mes emails, parcourant les messages récents avec une horreur croissante. Là, marqué comme non lu, un message transféré depuis le compte email de mon père contenant les détails de mon emploi, mon salaire et l'annonce de ma promotion d'il y a 7 mois. Pas possible, je murmure, ma voix étrange dans l'appartement vide. J'appelle papa immédiatement, les doigts tremblants contre l'écran. Salut ma puce. Sa voix familière répond, chaude et stable. Tout va bien? C'est tard pour que tu appelles un soir de semaine. Papa, est-ce que quelqu'un est allé dans tes emails récemment? Plus précisément, as-tu envoyé des messages sur mon travail à Vanessa? Sa pause me dit tout. Non, mais... Il s'éclaircit la gorge. J'ai reçu une notification le mois dernier concernant une réinitialisation de mot de passe que je n'ai pas demandé. Je l'ai changé tout de suite, j'ai pensé que c'était juste un de ces trucs de sécurité. Mon estomac se noue davantage. Papa, Vanessa et Ethan sont à Austin.
Ils se sont pointés à ma porte ce soir pour demander de l'argent. Beaucoup d'argent. Quoi? Sa voix se fait plus vive. Michel, je n'ai pas parlé à cette femme depuis qu'elle est partie. Pas une seule fois en 23 ans. Je m'affale sur une chaise de cuisine, soudainement prise de vertige. Ils étaient au courant de ma promotion, papa. Le moment exact. Mon salaire. Des choses que je n'ai jamais postées en ligne. Des choses que seul toi savais. Bon Dieu, marmonne-t-il. Ce garçon à elle, tu n'as pas dit qu'il s'y connaissait en informatique? Les pièces du puzzle s'assemblent. La posture avachie et ennuyée d'Ethan, dissimulant un intérêt calculé. Son inspection désinvolte de mon espace de vie. Sa demande immédiate d'un ordinateur portable descend en plus des 4500 $ mensuels. Je dois vérifier quelque chose, dis-je à papa, le mettant sur haut-parleur. J'ouvre mes paramètres de sécurité, je fais défiler les emplacements de connexion récents. 3 adresses IP inconnues apparaissent, toutes remontant à des hôtels de Cleveland il y a 3 semaines. Ils ont planifié ça, dis-je, à moitié pour moi-même. Ils ne se sont pas retrouvés à Austin par hasard. Ils sont venus spécifiquement pour moi. Pour mon argent. Le lourd soupir de papa remplit la ligne. De quoi as-tu besoin, ma puce? La question perce le brouillard du choc. Je me redresse sur ma chaise, quelque chose change en moi. Le tremblement dans ma main se calme alors que je saisis un carnet et un stylo. Tout ce dont tu peux te souvenir à propos de la notification de réinitialisation du mot de passe. Date, heure, tout email inhabituel que tu aurais pu recevoir avant ou après. Pendant que papa parle, je documente chaque détail d'une écriture nette et précise. La même méthodologie que j'utilise pour traquer les vulnérabilités de sécurité au travail. Ma formation prend le dessus. Identifier la brèche, évaluer les dégâts, sécuriser le périmètre. Je te rappelle demain, je promets à papa. Et papa, ne réponds pas si elle te contacte. Après avoir raccroché, je prépare une cafetière bien corsée et je m'installe à la table de la cuisine. La tempête dehors s'intensifie, mais à l'intérieur, un calme étrange s'installe. Je crée un dossier intitulé « Vanessa et Ethan » et commence à cataloguer méthodiquement les preuves, les captures d'écran des tentatives de connexion, les eurodatages, le témoignage de mon père. Mon téléphone vibre avec un SMS de ma collègue, Jenna. Comment s'est passée la présentation au conseil? Prête pour l'apéro demain. Mes doigts planent sur l'écran avant que je ne tape. On remet ça. Urgence familiale. Mais j'aurais besoin de tes conseils. Ton frère est avocat, non? Quelqu'un qui le recommande pour les problèmes de confidentialité? Sa réponse arrive rapidement. Martin Keller. Un dur à cuire. Tu veux son numéro? Un léger coup à ma porte me surprend. À travers le Judas, je vois Madame Wilson, ma voisine âgée, serrant son peignoir à son cou. Je suis désolé de vous déranger si tard, ma chère, dit-elle quand j'ouvre la porte. Mais j'ai vu cette femme vérifier votre boîte aux lettres cet après-midi. Je n'y ai pas prêté attention jusqu'à ce que je la voie revenir avec ce jeune homme. Je pensais que vous devriez le savoir. Mon sang se glace. Vérifiez ma boîte aux lettres? Vous en êtes sûr? Madame Wilson hoche la tête fermement. Vers 4 heures. Une grande femme blonde. Très bien habillée. Elle a d'abord essayé la poignée, puis a jeté un coup d'œil par vos fenêtres. Je la remercie, promettant d'être vigilante, et je verrouille la porte derrière moi. Une autre preuve pour mon dossier grandissant. Mon téléphone sonne avec une alerte de sécurité bancaire. Tentative de connexion inhabituelle détectée. Veuillez vérifier l'accès au compte. J'appelle le numéro au dos de ma carte de crédit plutôt que de cliquer sur un lien. Le représentant de la sécurité confirme 3 tentatives supplémentaires au cours de la dernière heure, toutes provenant d'une adresse IP d'hôtel à Austin. Le Westgate. À minuit, j'ai changé tous mes mots de passe, mis à jour toutes les questions de sécurité et ajouté l'authentification à 2 facteurs à chaque compte. J'ai gelé mon crédit, alerté le service informatique de mon entreprise et programmé une réunion avec Martin Keller pour demain matin. Dehors, la tempête se calme progressivement. Je me tiens à la fenêtre de ma cuisine, regardant les gouttes de pluie tracer des chemins sur la vitre. La victoire creuse d'avoir sécurisé ce qui n'aurait jamais dû être violé me laisse vide. 4500 $ par mois. 54 000 $ par an.
Les chiffres que Vanessa a nonchalamment exigés se répètent dans mon esprit, non plus choquants mais clarifiants. Il ne s'agit pas de renouer avec une fille perdue de vue. Il ne s'agit pas du tout de famille. La vérité s'installe en moi comme un poids. Ma mère a violé ma vie privée, a violé les emails de mon père et a orchestré un plan élaboré pour extorquer de l'argent à la fille qu'elle a abandonnée. Je ferme mon ordinateur portable, soudainement épuisé jusqu'à la moelle mais résolu. La confusion et le choc qui m'avaient paralysé plus tôt se sont cristallisés en quelque chose de plus dur, de plus froid, de plus défini. La petite fille qui désirait l'approbation de sa mère existe peut-être encore quelque part en moi, mais ce soir, une version différente de Michel Rowe a émergé. Il ne s'agit pas d'être méchante ou impitoyable. Il s'agit de survie. Un jour après l'incident, mon téléphone vibre avec une notification de SMS pendant que je mélange de la crème dans mon café au Copper Béant Café. L'aperçu du message me serre l'estomac. Comment peux-tu être si égoïste? Après tout ce que j'ai sacrifié pour toi. Je retourne le téléphone face contre table. De l'autre côté du café, un bambin rit alors que son père fait semblant qu'une cuillère est un avion. La scène normale semble appartenir à un univers différent de la tempête qui gronde dans ma vie. Prête à commander, mademoiselle Rowe? La serveuse, Tina, plane à proximité avec son stylo en suspens. Juste le café aujourd'hui. Merci. 2 heures plus tard, ce moment paisible vole en éclats lorsque la porte du café s'ouvre brusquement et que Vanessa entre à grands pas, ses talons claquant sur le parquet. Elle me repère instantanément. Michel. Elle projette sa voix assez fort pour que plusieurs clients se retournent pour la regarder. J'essaie de te joindre depuis des jours. Je garde une expression neutre. Ça ne fait qu'1 jour, Vanessa. Elle se laisse tomber sur la chaise en face de la mienne, ses cheveux blonds platine se balançant parfaitement en place. Tu nous as évités. La date limite d'inscription d'Ethan est la semaine prochaine. J'ai travaillé. La famille passe en premier. Elle tend la main vers la mienne par-dessus la table. Tu devrais comprendre ça mieux que personne, étant donné comment ton père a lutté après mon départ. Mon pouls martèle dans ma gorge, mais je retire ma main avant qu'elle ne puisse me toucher. C'est comme ça que tu appelles l'abandon maintenant? Après ton départ? Des têtes se tournent dans notre direction. La voix de Vanessa s'élève. Comment oses-tu? Tu n'as aucune idée de ce que j'ai traversé. Tu as raison. Je ne sais pas, je me lève, rassemblant ma sacoche d'ordinateur. Et ce n'est pas l'endroit pour en discuter. Tout le monde, annonce Vanessa au café désormais silencieux. Ma fille gagne un salaire à 6 chiffres dans son job de luxe dans la tech, mais elle n'aide pas son propre frère à aller à l'université. Quel genre de personne refuse d'aider sa famille? La chaleur m'inonde le visage. La serveuse me lance un regard compatissant. Nous en avons fini ici, dis-je doucement en me dirigeant vers la porte. Derrière moi, Vanessa crie, espèce d'enfant ingrate. Tu devrais être reconnaissante que je t'ai donné la vie. Je ne me retourne pas. Cet après-midi-là, en consultant mes emails, je découvre que Vanessa a rendu le conflit public. Une publication sur les réseaux sociaux tag des parents éloignés. Le cœur brisé de voir que ma fille a oublié d'où elle vient. Le succès change les gens. En moins d'1 heure, mon téléphone s'illumine d'appels de parents à qui je n'ai pas parlé depuis des années, tous armés de la version manipulée des événements de Vanessa. La voix de ma tante Patty tremble quand je finis par répondre. Michel, chérie, ta mère est dévastée. Tu peux sûrement donner quelque chose pour Ethan? A-t-elle mentionné qu'elle m'a abandonné à 10 ans, ou qu'elle ne m'a pas appelé en 23 ans jusqu'à ce qu'elle veuille de l'argent? Ma voix semble plus stable que je ne le sens. Eh bien, non. Mais... Je dois y aller, tante Patty. Prends soin de toi. Je bloque 3 numéros avant que mon téléphone ne vibre avec un SMS d'Ethan. Maman pleure à cause de toi. Sois un homme et fais ce qu'il faut. 4500 $, c'est rien pour toi. J'en ai besoin maintenant. Mon doigt plane au-dessus du bouton de blocage quand une nouvelle idée me frappe. Au lieu de ça, je fais une capture d'écran du message et je l'enregistre dans un dossier sur mon bureau intitulé « Documentation ». Le lendemain matin, je suis assise en face de Martin Keller dans son cabinet d'avocat du centre-ville. Malgré l'heure matinale, son costume anthracite semble fraîchement repassé, et sa barbe poivre et sel est soigneusement taillée. Alors, dit-il en examinant mes notes, votre mère et votre demi-frère, avec qui vous êtes brouillé, veulent près de 60 000 $ par an,
sans obligation légale de remboursement. C'est exact. Et ils sont passés au harcèlement public et à la manipulation par la culpabilité. Oui. Je pousse le dossier sur son bureau. J'ai tout documenté, SMS, appels, publications sur les réseaux sociaux. Martin hoche la tête avec approbation. Bonne initiative. La plupart des gens font l'erreur de supprimer les preuves quand ils sont en colère. Je suis analyste de données. Les preuves, c'est mon métier. Avez-vous envisagé une ordonnance de protection? La question me surprend. N'est-ce pas extrême? Michel, Martin se penche en avant. Ils ne se contentent pas de demander de l'argent. Ils ont tenté d'accéder sans autorisation à vos comptes. C'est criminel. Mon téléphone vibre avec un autre SMS. Encore Ethan. On sait où tu travailles. Tu penses que ta boîte de luxe dans la tech veut de ce drame. Je montre le message à Martin. Ça, dit-il, c'est du harcèlement de manuel. Après avoir quitté le bureau de Martin, je me rends directement chez Best Buy et j'achète une nouvelle caméra de sonnette et des capteurs de fenêtres. Ce soir-là, pendant que je les installe, ma voisine Madame Wilson passe avec une assiette de snickerdoodle. Je vous ai vu installer ce système de sécurité, dit-elle en regardant l'emballage vide. Tout va bien? Juste par précaution, je réponds en acceptant les biscuits. Cette nuit-là, je passe 2 autres appels, l'un pour prendre rendez-vous avec le docteur Hélène Drew, une thérapeute spécialisée dans les traumatismes familiaux, et l'autre à mon père. Papa? Peux-tu venir à Austin ce week-end? J'aurais besoin de soutien. 3 jours plus tard, Vanessa demande une autre réunion. Cette fois, je choisis un parc public avec beaucoup de témoins. J'arrive en avance et je m'assois à une table de pique-nique, le dos contre un arbre, mon téléphone enregistrant dans ma poche. Vanessa arrive avec 15 minutes de retard, son expression répétée pour paraître contrite. Michel, commence-t-elle. Je veux m'excuser pour l'autre jour. J'étais émotive. Merci. Tu dois comprendre. Sa voix prend cette qualité sirupeuse que je reconnais maintenant comme de la manipulation. Quand une mère voit son enfant en difficulté, elle est prête à tout. Ethan mérite les mêmes opportunités que toi. J'ai eu 3 jobs pendant mes études, Vanessa. Personne ne m'a payé mes études. Ses lèvres se serrent. C'est parce que Raymond était trop fier pour demander de l'aide. La famille est de la famille, Michel. C'est ce que nous faisons. C'est ce que tu as fait quand tu as laissé une fille de 10 ans sans préavis et sans soutien. La question m'échappe avant que je ne puisse l'arrêter. Je t'ai donné la vie. Sa voix se durcit. Tu devrais être reconnaissante pour ça. Reconnaissante. Je savoure le mot. La famille respecte les limites, Vanessa. Ma limite est la suivante. Je ne financerai pas les études d'Ethan. Ni maintenant. Ni jamais. Après tout ce que j'ai fait. Que as-tu fait exactement? Je me lève. Nomme une seule chose que tu as faite pour moi en 23 ans. Elle balbutie, puis ramasse brusquement son sac à main. Je ne vais pas rester ici à me faire attaquer par ma propre fille. Tu regretteras cet égoïsme. Ce soir-là, ma sonnette retentit. À travers la nouvelle caméra de sécurité, je vois le pick-up familier de mon père sur la place de parking des visiteurs. Il me serre fort dans ses bras quand j'ouvre la porte, l'odeur d'Old Spice et de café de restaurant m'enveloppant. Ta mère a toujours eu le talent de créer des ouragans partout où elle allait, dit-il en posant son sac de sport près du canapé. Je gère la situation. Je sais que tu la gères, sourit-il, les rides autour de ses yeux s'approfondissant. Tu tiens ça de moi, pas d'elle. J'ai juste pensé que tu ne devrais pas avoir à la gérer seule. Plus tard dans la nuit, mon téléphone sonne avec une alerte de sécurité bancaire. Quelqu'un a tenté de transférer 12 000 $ de mon compte d'épargne à un destinataire inconnu. L'adresse IP remonte à un appareil enregistré au nom d'Ethan Grant. Les doigts tremblants, je transfère l'alerte à Martin et je dépose une plainte officielle. Pour la première fois, je ressens quelque chose au-delà de l'anxiété ou de la colère, une certitude froide que cela se terminera selon mes conditions, pas les leurs. À 23h30, une autre notification apparaît. Une deuxième tentative de virement, cette fois pour 8 000 $. Mon doigt plane sur le bouton « Porter plainte » du portail de sécurité de la banque. Papa regarde depuis l'embrasure de la porte de la cuisine, son expression solennelle. Tu es sûr de ça,
Shelly. Je prends une profonde inspiration. Voyons jusqu'où ils sont vraiment prêts à aller. Mon téléphone s'allume à 6h15 le lendemain matin avec une notification de l'équipe de sécurité de la banque. Une autre tentative de connexion. Cela en fait 5 au cours des 12 dernières heures, chacune échouant contre le nouveau système d'authentification que j'ai mis en place hier. Pile à l'heure, je murmure en tapant sur la notification pour documenter l'horodatage. La cafetière gargouille dans la cuisine alors que j'ajoute cette dernière tentative à ma feuille de calcul grandissante. Heure, adresse IP, localisation, tout est méticuleusement catalogué. Travailler avec Aaron du service de sécurité de la banque a porté ses fruits. Après lui avoir expliqué ma situation, il a mis en place un protocole de surveillance spécial sur mes comptes. Chaque tentative infructueuse génère désormais à la fois une notification et une entrée de journal détaillé. On les tient, je chuchote à l'appartement vide. Les mots ont un goût de victoire. Le téléphone sonne. Papa. Ils deviennent désespérés, dit-il sans préambule. Vanessa vient de m'appeler. Mon estomac se serre. Qu'est-ce qu'elle voulait? Me dire que tu fais une dépression nerveuse. Sa voix porte des décennies de lassitude familière avec les tactiques de Vanessa. Elle a dit que tu es paranoïaque, que tu refuses d'aider ta famille et que tu inventes des mensonges sur le fait qu'ils essaient d'accéder à tes comptes. Tu l'as enregistré? Chaque mot. Martin a dit de garder le téléphone sur haut-parleur et d'utiliser mon application d'enregistrement vocal. L'avocat Martin Keller était devenu notre ancre stratégique au cours de la semaine passée. Ses conseils se sont avérés inestimables. Documenter tout. Enregistrer légalement. Préparer méthodiquement. Elle prétend que tu as hérité de ton instabilité de mon côté de la famille. Le rire de papa ne contient aucun humour. C'est l'hôpital qui se moque de la charité, venant d'une femme qui a abandonné sa fille de 10 ans sans un regard en arrière. Je vérifie mes emails professionnels. 3 nouvelles alertes de sécurité. Ethan a essayé d'accéder à mon compte d'entreprise la nuit dernière. Bon sang, Michel, peuvent-ils l'arrêter pour ça? Notre équipe de sécurité est en train de monter un dossier. Je parcours le rapport technique que notre directeur informatique m'a transmis. Ils ont retracé les tentatives jusqu'à un café près du Westgate. Le gamin stupide n'a même pas utilisé de VPN. La sonnette retentit, me surprenant. À travers le Judas, je vois Madame Wilson de l'appartement voisin tenant une assiette recouverte de papier d'aluminium. Je me suis dit que vous auriez besoin de vraie nourriture, dit-elle quand j'ouvre la porte. Mon Harold disait toujours que le pain aux bananes l'aidait à y voir plus clair à l'époque où il était au bureau du procureur. La gentillesse inattendue me serre la gorge. Merci. Ces deux-là traînent encore dans le coin. Elle jette un coup d'œil par-dessus mon épaule dans l'appartement. Pas physiquement. Mais il ne chôme pas, après son départ, mon téléphone vibre avec une notification de messagerie vocale. Vanessa, sa voix tremblante d'une émotion fabriquée. Michel, chérie, s'il te plaît, rappelle-moi. Je suis au centre médical Saint-David. Aux urgences. Quelque chose ne va pas avec mon cœur. Les médecins sont, une pause théâtrale. Je ne veux pas t'effrayer, mais ils font des tests. J'ai besoin de toi ici, ma puce. La famille devrait être ensemble dans des moments comme celui-ci. Mes doigts planent au-dessus du bouton de rappel. Une réponse réflexe née de la culpabilité de l'enfance. Au lieu de cela, je compose directement le numéro de l'hôpital. Service des urgences de Saint-David. Jessica à l'appareil. Bonjour, je vérifie l'état d'une patiente qui a été admise ce matin. Vanessa Grant. Des papiers bruissent. Appelez le nom de famille, s'il vous plaît. GRANT, je ne vois personne de ce nom admis aujourd'hui. Elle a appelé en prétendant être dans votre service d'urgence avec des problèmes cardiaques. Une pause. Nous n'avons eu aucune admission cardiaque au cours des 3 dernières heures. Voulez-vous que je vérifie si elle est enregistrée sous un autre nom? Pas la peine. Merci. J'ajoute l'appel à ma documentation. Horodatage noté. Cette tactique de manipulation rejoint les autres dans ma collection croissante de preuves. Mon téléphone sonne à nouveau. Numéro inconnu. Allô? Est-ce bien Michel Rowe? Une voix de femme, vaguement familière mais impossible à situer. Oui. Qui est à l'appareil? Patricia Lambert, la sœur de Vanessa.
Ma tante. Une silhouette fantomatique connue seulement par les mentions occasionnelles de papa. J'ai eu ton numéro par Raymond, continue-t-elle. Nous devons parler de Vanessa. Mes défenses se dressent. Si vous appelez pour me convaincre de leur donner de l'argent. Dieu non. Elle me coupe avec un rire rauque. J'appelle pour te prévenir. Ce n'est pas leur premier coup d'essai. Le café refroidit à côté de moi alors que Patricia démêle un schéma qui s'étend sur 2 décennies. Vanessa et Ethan avaient monté ce stratagème avec plusieurs parents, amis, et même la famille du deuxième mari de Vanessa. Il y a 3 ans, ils ont convaincu ma fille de co-signer un prêt auto. Ethan a fait défaut après 2 mois, a ruiné le score de crédit de génie. Pourquoi me dites-vous ça? Je demande, bien que je connaisse déjà la réponse. Parce que Vanessa raconte toute une histoire à la famille. Elle dit que tu refuses d'aider le pauvre Ethan alors que tu es riche avec ton super job dans la tech. Elle dit que tu l'as puni pour de vieilles erreurs. Et vous ne l'avez pas cru? Patricia soupire. Chérie, j'ai vu ce spectacle trop de fois, mais d'autres non. Il y a un dîner de famille dimanche chez tante Mildred. Plusieurs parents veulent entendre ta version. La perspective d'affronter une famille élargie que je connais à peine me donne des sueurs froides. Mais l'opportunité de contrer le récit de Vanessa ne peut être ignorée. J'y serai, dis-je en ajoutant les détails à mon calendrier. Papa arrive de Cleveland cet après-midi-là, son camion chargé de boîtes. J'ai trouvé ça dans le grenier, dit-il en transportant la première sur ma table de salle à manger. Je pensais que ça pourrait t'aider. À l'intérieur, des dossiers financiers remontant à l'enfance de Michel. Des chèques de pension alimentaire que Vanessa n'a jamais encaissés. Des documents judiciaires de leur divorce. Une trace écrite méticuleuse de l'abandon de Vanessa. Ta mère a toujours été douée pour réécrire l'histoire, dit papa en étalant les documents sur la table. Mais le papier ne ment pas, ce soir-là, Martin examine notre pile croissante de preuves sur Zoom. La documentation pour l'ordonnance de protection est presque complète, dit-il en scannant les fichiers numériques que j'ai partagés. Relevé bancaire, tentative d'accès non autorisé, fausse déclaration d'hospitalisation, le schéma de comportement décrit par Patricia. Nous avons un dossier solide. Est-ce que ce sera suffisant, je demande. Plus que suffisant. Le juge verra un schéma clair de harcèlement et de tentative d'exploitation financière. Mon téléphone sonne. Docteur Hélène. Confirmation de notre séance de thérapie d'urgence pour se préparer au tribunal. Une autre notification suit, la sécurité de la banque avec les journaux détaillés des dernières tentatives d'intrusion. Le piège fonctionne parfaitement. Plus tard dans la nuit, un SMS d'Ethan arrive. Ça va trop loin. Maman a trop poussé. Je montre à papa, qui installe le matelas gonflable dans la chambre d'amis. La première fissure, dit-il en hochant la tête d'un air entendu. Quand le front uni s'effrite, c'est là que Vanessa devient vraiment dangereuse. Comme si ses paroles l'avaient invoqué, Vanessa appelle son téléphone. Tu as retourné tout le monde contre moi, hurle-t-elle, sa voix si forte que je peux l'entendre de l'autre côté de la pièce. Ma propre famille. Ma sœur. Tu les as toujours empoisonnés contre moi, Raymond. Papa tient le téléphone loin de son oreille, l'application d'enregistrement vocal tournant sur ma tablette à proximité. Un autre SMS d'Ethan clignote sur mon écran. J'ai raté la date limite d'inscription. Le programme a donné ma place à quelqu'un d'autre. C'est le bordel. Je ressens presque de la pitié pour lui. Presque. Les conséquences de leur choix les rattrapent, dit Martin quand je lui transfère le SMS. Gardez le cap, cette nuit-là, je dors profondément pour la première fois depuis des semaines. Le piège est tendu, les preuves s'accumulent, le système de soutien est solide autour de moi. Nous commencerons par le plan de protection. Ma mère et mon demi-frère pensaient avoir trouvé une proie facile. Au lieu de cela, ils sont tombés dans une toile soigneusement tissée de leur propre fabrication. Qu'ils se débattent. La vérité tiendra bon. Le lendemain, le hall d'Austin Cyber Solutions bourdonne de l'énergie habituelle d'un mardi matin lorsqu'une agitation éclate près de la réception. Je lève les yeux de ma tablette pour voir Vanessa sangloter de manière dramatique dans un mouchoir froissé, ses cheveux blonds tombant stratégiquement sur son visage. Mon estomac se noue alors que plusieurs collègues se tournent vers la scène. S'il vous plaît, je dois voir ma fille, gémit-elle, assez fort pour que tout le premier étage l'entende. C'est une urgence familiale.
Ethan se tient derrière elle, les mains fourrées dans les poches de son jean de marque, une préoccupation répétée peinte sur ses traits. Je me fige, ma tasse de café suspendue à mi-chemin de mes lèvres. 3 mois que cela dure, passant des SMS aux appels, puis aux apparitions dans mon café habituel, et maintenant ils ont franchi la ligne de mon sanctuaire professionnel. Sandra, notre réceptionniste soucieuse de la sécurité, croise mon regard avec une expression interrogative. Je secoue légèrement la tête et elle se retourne vers Vanessa. Madame, je ne peux pas vous autoriser à monter sans une accréditation en règle. Michel. Vanessa me repère à travers le hall. Dieu merci. Le docteur dit que j'ai peut-être. Eh bien, c'est sérieux. Nous devons parler des antécédents médicaux de la famille, des choses que tu devrais savoir. Les yeux de mes collègues me brûlent le dos alors que je m'approche du bureau, le pouls martelant dans mes oreilles mais les pas mesurés. Les mots du docteur Hélène de la séance d'hier résonnent dans mon esprit, votre réaction est sous votre contrôle même lorsque leur comportement ne l'est pas, Vanessa. Je garde ma voix égale. C'est inapproprié. Si tu as des préoccupations médicales, envoie-moi un email. Un email? Sa voix monte d'une octave. Ma propre fille veut que je lui envoie un email à propos d'un possible cancer? Après tout ce que j'ai sacrifié pour toi. L'audace me coupe le souffle. Sacrifié? La femme qui a manqué 17 anniversaires, qui n'a jamais envoyé un seul paiement de pension alimentaire à papa. Nous pouvons en discuter ailleurs, dis-je, consciente des chuchotements qui se propagent dans le hall. Il n'y a rien à discuter, intervient Ethan en s'avançant. Nous sommes une famille. On aide la famille. Ses yeux se plissent. À moins que tu ne veuilles que tout le monde ici sache quel genre de fille tu es vraiment. La menace plane entre nous. Ma main se resserre sur ma tasse de café pour cacher son tremblement. Ta mère m'a abandonné quand j'avais 10 ans, lui dis-je, la voix stable malgré l'ouragan dans ma poitrine. Tu n'as pas à me faire la leçon sur la famille. Ce n'est pas fini, siffle Vanessa alors que la sécurité s'approche. Tu regretteras cette humiliation publique. Je connais des gens dans ton secteur. Après qu'ils soient escortés dehors, mon téléphone s'allume avec un SMS d'Ethan. Ce coup t'a coûté cher. Les RH reçoivent tout le temps des tuyaux anonymes sur des drames familiaux affectant les performances au travail. Un seul paiement arrange tout. Ce soir-là, recroquevillé sur mon canapé, je fixe le classeur que Martin a préparé pour l'audience de demain. À l'intérieur se trouve chaque SMS, email, alerte bancaire et notification de sécurité des 3 derniers mois, une trace écrite de harcèlement systématique. Mes doigts tracent le bord de la demande d'ordonnance de protection. Papa appelle juste après 21h. Prête pour demain, ma citrouille? Sa voix, chaude et stable comme toujours, m'ancre. Je pense que oui. Martin dit que nous avons assez de preuves pour que le juge accorde l'ordonnance. J'y serai. Au premier rang. Il fait une pause. Tu sais, quand ta mère est partie, j'ai pensé que c'était mon plus grand échec, de ne pas t'avoir donné une famille complète. Mais en te voyant te défendre maintenant, je ne pourrais pas être plus fier de la femme que tu es devenue. Une boule se forme dans ma gorge. Merci, papa. Dors un peu. Demain, on en finit. Le lendemain, le palais de justice du comté se dresse comme une forteresse de pierre beige et de bureaucratie. Je serre la poignée de mon classeur de documentation si fort que mes jointures blanchissent. Martin nous rencontre à l'entrée, ses cheveux argentés captant la lumière du matin. Rappelez-vous, dit-il alors que nous passons la sécurité, laissez-moi présenter les preuves méthodiquement. La juge Williams apprécie l'organisation. Papa me serre l'épaule. Tu vas y arriver. Salle d'audience 4. Une odeur de cire au citron et de sueur nerveuse. Vanessa et Ethan sont assis de l'autre côté, tous deux vêtus de couleurs sobres, une transformation visuelle calculée par rapport à leur éclat habituel. Les yeux rougis de Vanessa et le costume inhabituel d'Ethan crient la respectabilité. Quand la juge Williams entre, la salle se tait. C'est une petite femme aux cheveux gris acier et aux yeux perçants qui ne manque rien. Affaire numéro 2025 CV 4872, Roe contre Roe et Grant, annonce l'huissier. Les débats se déroulent dans un flou jusqu'à ce que Martin m'appelle à témoigner. En m'approchant de la barre, les yeux de Vanessa se verrouillent sur les miens, un regard de prédateur calculant la faiblesse. Je pose ma main sur la Bible, jure de dire la vérité et fais face à la salle d'audience.
Ma voix ne tremble presque pas alors que je raconte la nuit où Vanessa est réapparue dans ma vie après 23 ans, comment elle a inspecté ma maison avec des yeux calculateurs avant d'exiger des milliers de dollars pour l'éducation d'Ethan. Et après que vous ayez refusé de fournir un soutien financier, que s'est-il passé, demande Martin. Ils ont intensifié leurs actions. Je détaille les tentatives d'accès non autorisées à ma banque, le tripatouillage de ma boîte aux lettres, les confrontations publiques. Mademoiselle Rowe, veuillez soumettre la pièce à conviction instruit Martin. Je transmets des impressions des échanges de SMS entre Vanessa et Ethan, obtenus légalement grâce à une assignation après de multiples signalements à la police. Si on la pousse assez fort, elle paiera juste pour qu'on la laisse tranquille, avait écrit Vanessa. La réponse d'Ethan, j'ai déjà réessayé ses comptes, nouvelle sécurité, peut-être menacer son travail à la place. Martin continue, présentant méthodiquement chaque pièce à conviction, des captures d'écran des tentatives de connexion infructueuses tracées jusqu'aux appareils d'Ethan, des enregistrements des messages vocaux de plus en plus manipulateurs de Vanessa, des images de vidéosurveillance de mon immeuble les montrant tentant d'entrer sans permission. Et plus récemment, demande Martin. Hier, ils se sont présentés sur mon lieu de travail, ont créé une scène dans le hall, puis ont menacé de déposer des plaintes auprès des RH si je ne les payais pas. L'avocat de Vanessa tente de la dépeindre comme une mère incomprise cherchant la réconciliation, mais les preuves forment un schéma irréfutable. Quand Ethan prend la barre, son témoignage contredit celui de Vanessa sur des points clés concernant leurs intentions. La juge Williams examine le rapport final de sécurité de la banque, montrant 17 tentatives d'accès depuis 3 appareils différents enregistrés au nom d'Ethan. Le tribunal trouve des preuves claires et convaincantes de harcèlement et de tentatives d'exploitation financière, annonce-t-elle. L'ordonnance de protection est accordée contre les 2 défendeurs pour une période de 2 ans, interdisant tout contact à moins de 500 pieds du domicile, du lieu de travail ou de la personne de la requérante. Chaque violation entraînera une amende de 5 000 $. Le marteau frappe avec finalité. À l'extérieur du palais de justice, la lumière du soleil réchauffe mon visage alors que Martin me remet les papiers officiels. Avec cette ordonnance en place, nous pouvons abandonner les charges pénales potentielles pour le moment, explique-t-il. Mais les documents existent s'il la violent. Papa passe son bras autour de mes épaules. Rentrons à la maison, Michel. En descendant les marches du palais de justice, j'aperçois Vanessa et Ethan blottis avec leur avocat, les visages tordus de frustration. Pour la première fois depuis des mois, leurs expressions ne déclenchent ni culpabilité ni peur dans ma poitrine. Plus tard dans la soirée, je reçois un SMS d'un ami de la famille à Cleveland. Vanessa et Ethan ont déjà mis leur appartement de Chicago en vente. Apparemment, ils déménagent dans une ville plus petite où, vraisemblablement, leur cercle social n'a pas encore entendu parler de leur défaite au tribunal. Je pose mon téléphone face contre table sur la table basse et prends une profonde inspiration. Les murs de mon appartement ne me semblent plus se refermer sur moi. Pour la première fois depuis qu'ils sont réapparus dans ma vie, je dors sans vérifier mon système de sécurité 3 fois avant de fermer les yeux. Certaines victoires ne rugissent pas. Elles murmurent, tu es en sécurité maintenant. 6 mois plus tard, l'air du soir d'Austin transporte une odeur de romarin et d'ail à travers la porte ouverte de mon balcon. Mes doigts tracent le nouveau panneau de verrouillage biométrique à côté de ma porte d'entrée. Un petit rappel de victoire plutôt que de traumatisme maintenant. Michel, ces pommes de terre ont besoin d'1 minute de plus. La voix de papa m'appelle de ma cuisine, où il se tient, portant le tablier délavé des Cleveland Browns que je lui ai offert pour Noël il y a des années. Pas de précipitation. Je dispose des verres d'eau sur ma petite table à manger, déjà dressée pour 4. La sonnette retentit, et je remarque que le son ne provoque plus de montée d'adrénaline dans mes veines. Progrès. À travers le Judas, je vois Cara du travail et Martin, dont l'expertise juridique a sauvé plus que mon compte en banque. J'ouvre la porte avec aisance. Entrez. Le dîner est presque prêt. Papa insiste pour faire ses fameuses pommes de terre à l'ail. Martin lève une bouteille de Cabernet. Je me suis dit qu'on pourrait trinquer à ta promotion comme il se doit. Analyste de données senior, ça sonne bien. Tout à fait, ajoute Cara en me serrant le bras. La conversation coule sans effort tout au long du dîner. Nourrions des dernières frasques de Martin au tribunal et des histoires de papa sur les habitués de son restaurant. Pas de pause tendue. Pas d'analyse des motifs cachés derrière de simples questions. Juste une connexion authentique. Après le dessert, papa sort un dossier de son sac. Je voulais te montrer ses chiffres de retraite. Ses mains burinées étalent des papiers sur la table.
L'offre pour le restaurant est arrivée, plus élevée que prévu. J'étudie les chiffres. C'est génial, papa. Tu pourrais prendre ta retraite complète l'année prochaine. Semi-retraite, corrige-t-il. Je prévois toujours de conseiller les nouveaux propriétaires 3 jours par semaine. Bonne initiative. Je sors mon propre dossier. J'ai mis en place le virement mensuel dont nous avons parlé, $600, virement direct sur ton compte. Ni plus, ni moins. Papa hoche la tête, comprenant la limite. Pendant des années, j'avais envoyé de l'argent au hasard chaque fois que la culpabilité me frappait, me dépassant souvent. Maintenant, nous avons une structure, de la clarté. C'est plus que généreux, Mickey. Son surnom d'enfance pour moi apporte de la chaleur plutôt que de l'obligation. Plus tard, après le départ de nos invités, papa m'aide à charger le lave-vaisselle. Le docteur Hélène pense que j'ai fait de vrais progrès, je mentionne nonchalamment. Tu sembles plus légère, acquiesce-t-il. Moins accablé. J'ai écrit quelque chose dans mon journal hier soir qui a finalement pris tout son sens. Je m'appuie contre le comptoir. L'amour n'exige pas le sacrifice de soi. Papa s'arrête, une assiette en l'air. Il m'a fallu 60 ans pour apprendre ça. Le lendemain matin, j'appelle 3 lycées locaux pour développer mon programme de mentorat pour les jeunes femmes dans l'estime. Ce qui a commencé avec 2 étudiantes hésitantes est passé à 15. Je donne 10% de mes revenus à leur fonds de bourse, non par culpabilité, mais par conviction. Nous serions ravis que vous veniez parler le mois prochain, dit la conseillère d'orientation. Ces filles ont besoin d'entendre quelqu'un qui a surmonté des obstacles, pas seulement réussi. Ce serait un honneur. Les mots viennent facilement maintenant. Je n'ai plus honte de mon histoire ni peur qu'elle me définisse. Ce soir-là, je suis sur mon balcon à regarder le coucher de soleil peindre l'horizon d'Austin en ambre et en rose. Mon téléphone vibre avec un SMS de Vanessa. Je suis en ville la semaine prochaine. Peut-on se voir? Il y a 6 mois, ce message m'aurait fait partir en vrille. Maintenant, je l'examine pensivement avant de taper. Je ne suis pas prête, mais je te souhaite le meilleur. Quand tu seras prête à démontrer un changement par des actes plutôt que par des mots, fais-le-moi savoir. Je pose le téléphone, ne ressentant ni rancune ni culpabilité, juste en paix avec ma décision. De retour à l'intérieur, j'ouvre mon journal et écris la dernière entrée de ce chapitre de ma vie. Les liens du sang ne garantissent pas la loyauté. Parfois, la chose la plus courageuse que vous puissiez faire pour votre famille est de vous protéger. La famille que l'on choisit guérit souvent les blessures laissées par la famille dans laquelle on est né. Je ferme le journal et regarde autour de mon appartement, qui n'est plus seulement un endroit où je dors, mais un sanctuaire que j'ai mérité. Protégé non pas par des serrures et des systèmes de sécurité, mais par les limites que j'ai finalement appris à maintenir. Avez-vous déjà eu à choisir de fixer des limites plutôt que de respecter une obligation? Dites-le moi dans les commentaires ci-dessous.